Alain Georges Bessala, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui plusieurs casquettes. Alain Georges Bessala, c'est fondamentalement un enseignant à l'Université de Yaoundé 2, chargé de cours depuis 2015, titulaire d'un doctorat PhD en droit public et précisément en finance publique. Alain Georges Bessala, c'est également un chercheur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et par ailleurs diplômé de cette université. Alain Georges Bessala, c'est également un avocat barreau de Paris qui a fait l'école internationale du barreau de Paris et qui est sorti diplômé de cette école et qui aujourd'hui, entre autres, exerce comme avocat barreau de Paris. Alain Georges Bessala, c'est également président de l'association franco-africaine du gaz de l'énergie, association qu'il a créée en France lorsqu'il était étudiant en Master 2 à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un master qui était un master en droit de l'énergie et qui était d'ailleurs la première promotion de Master 2 en droit de l'université, de droit de l'énergie de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alain Georges Bessala, c'est également un enseignant qui aime la science. Et d'ailleurs, avant ce magistère, il a formé beaucoup de jeunes générations à l'Université de 2 dans le cadre d'un groupe à l'époque dont il était cofondateur, qu'on appelait le Cercle de droit. Il a, pendant des années, environ 7 à 8 ans, formé de jeunes générations de chercheurs. Donc aujourd'hui, finalement, Alain Georges Bessala, sur le plan scientifique, c'est quelqu'un qui est très passionné de la science. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à côté de toutes les charges académiques, ces charges académiques à l'Université Yaoundé 2, où il exerce en ce moment comme chargé de cours, il a continué à explorer d'autres domaines scientifiques et ce qui lui a valu finalement, n'est-ce pas, d'être chercheur permanent à l'Université de Paris 1 Panthéon et également chercheur dans d'autres universités, notamment canadiennes. Les différents voyages que j'ai effectués à travers le monde entier m'ont amené à avoir un regard nouveau sur des domaines qui étaient restés pendant longtemps inexplorés dans notre pays. Je pense très principalement au domaine de la santé, je pense à l'énergie et je pense davantage aux finances publiques. Et je vais d'ailleurs vous dire de ce point de vue que aujourd'hui je suis davantage passionné des questions énergétiques. Pourquoi? Simplement parce que lors de mes études à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, notamment en droit de l'énergie, j'étais le seul Africain dans cette formation, ce master prisé. Nous étions 23, il y avait 22 Français et j'étais le seul Africain. Et l'orientation idéologique et les enseignements qui avaient été donnés là-bas avaient convergé vers un certain sens. Et à partir de là, je me suis intéressé et j'ai compris en fait que les autres avaient pris une avance considérable et qu'il était de notre responsabilité historique, nos chercheurs, d'essayer, de regarder, d'explorer d'autres domaines scientifiques pour essayer de créer la mixité. Et aujourd'hui, donc, pour me résumer, je m'intéresse aux questions de la santé, de la santé. Je m'intéresse aux questions du droit de l'énergie. Et je m'intéresse davantage aux questions des finances publiques parce que les finances publiques, en fait, ça a toujours été ma raison d'être. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, alors même que le contexte ne s'y prêtait pas, j'ai eu quand même l'audace de faire une thèse en finances publiques. Et à l'époque, certains m'avaient dit que je ne la terminerais pas parce que j'avais posé la main sur un domaine qui était presque inexploré. Et j'avais justement dit que le rôle des chercheurs était d'aller explorer des domaines qui n'ont jamais qui n'ont jamais retenu une attention particulière de la part des chercheurs.
mes travaux de thèse portaient sur le droit financier de l'État. Alors, c'était quoi la thématique? Il y avait quelque chose comme ajustement structurel et droit budgétaire camerounais, contribution à l'étude des droits budgétaires des États africains sous ajustement structurel. Et la question centrale que nous nous posions dans cette thèse était celle de savoir ce qu'il en restait en fait du droit budgétaire de l'État au contact de l'ajustement structurel. Est-ce que l'ajustement structurel, ce phénomène que j'ai appelé ce métaphénomène, qui arrive et qui impose une certaine conduite, est-ce que ce métaphénomène a influencé le droit budgétaire? Et lorsque ce droit budgétaire est influencé, qu'est-ce qu'il en ressort du droit budgétaire de l'État à la fin des ajustements structurels? Est-ce que l'ajustement structurel, en tant qu'un phénomène méta-juridique, a pu soumettre le droit financier de l'État? Donc là, nous étions en train de nous demander, en fait, fondamentalement, de manière perceptible, qu'est-ce que ces phénomènes, l'ajustement structurel, que vous savez bien, vous savez très bien que l'ajustement structurel arrive à quel moment? Nous avons, à l'indépendance, nous avons ce qu'on appelle, nous sommes souverains, et puis à partir des indépendances, après l'indépendance, nous avons jusque-là nos finances publiques qui se portent très bien. Parce que l'État, le vieux État vient d'hériter de tout ce que nous savons, il y a l'héritage colonial et tout. Mais sauf qu'en 1973, il y a ce qu'on a appelé les deux chocs pétroliers et qui ont finalement touché le monde entier. Et après les chocs pétroliers, en 1979, il y a ce qu'on appelle la crise de l'endettement. Et maintenant, comment régler le problème? C'est de la sorte que le FMI et la Banque mondiale vont proposer, vont dire, voilà, pour essayer d'aider les États africains à sortir du cycle infernal d'endettement, il va falloir que nous essayions d'imaginer des solutions. Et les solutions, c'est quoi? C'est les réformes. Et nous allons essayer de leur demander de revoir leur édifice financier. Et c'est comme ça qu'ils vont donc imposer des réformes aux États africains. Mais la question centrale est celle de savoir si finalement ces réformes étaient adaptées. Et même si on ne considérait pas extraordinaire que ces réformes étaient adaptées, est-ce qu'elles auraient pris en compte, par exemple, la dimension sociopolitique, socio-économique? Aujourd'hui, est-ce que le fait que nos parents aient été privés de salaire, ainsi de suite, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce droit budgétaire qui ressort de l'ajustement structurel a fondamentalement modernisé? Parce que lorsqu'on parle de la modernisation d'un droit, Hans Kelsen nous dit que la norme juridique, c'est quoi la finalité d'une norme juridique? C'est son efficacité. Si on se place sous l'angle des finances publiques, si nous disons que l'ajustement structurel a modifié, a fondamentalement transformé le droit financier de l'État, est-ce que nous avons l'impact? Parce que l'impact, c'est qui? L'impact, sont les populations. Est-ce qu'après l'ajustement structurel, cette logique réformatrice a bouleversé des choses que nous soyons modernisés? Ici, Jean Bodin nous a dit que la souveraineté, enfin, beaucoup d'auteurs nous ont dit, que ce soit Max Weber, que ce soit Joseph Nye, que ce soit Jean Kombako, ils nous ont toujours parlé de souveraineté. Ils nous ont dit qu'en fait, la souveraineté est appréhendée comme un État d'eux. C'est un ensemble d'eux. Lorsqu'on dit d'un État qu'il est souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la maîtrise à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Cela signifie qu'il a la capacité. Et c'est la raison pour laquelle Jean Kombako a parlé d'un ensemble de capacités. La capacité de faire faire, d'empêcher de faire, de refuser de faire. Et lorsqu'on parle de l'État, il y a eu beaucoup de théories sur la division de la souveraineté. Mais simplement, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'un État souverain, c'est un État qui a la capacité de pouvoir prendre ses décisions sans toute contrainte extérieure. Et lorsque nous sommes en contact de l'ajustement structurel, la question est celle de savoir, à ce niveau, si nous avions le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Et je pense qu'au nom du principe de la souveraineté, qui est un principe intangible en droit international, nous avions le choix parce que lorsque vous lirez l'histoire de l'ajustement structurel, beaucoup d'États ont refusé d'adopter les politiques d'ajustement structurel. Mais, pour répondre à votre question, est-ce qu'il reste de la souveraineté du droit budgétaire de l'État au contact de l'ajustement structurel? Nous dirons oui. Nous allons dire oui, pourquoi? Parce que, après les ajustements structurels, nous avons essayé d'adapter notre droit budgétaire.
C'est vrai que vous allez me dire que, par exemple, la circulaire présidentielle qui déclenche le processus budgétaire en territoire camerounais est généralement une constatation des bailleurs de fonds et de la société des financières internationales. Mais quoi qu'on dise, en fait, et on l'a bien vu, généralement, qu'est-ce qu'on a vu? Même lorsque la réforme est décidée, le Cameroun, sur le plan technique, peut dire, voilà, j'ai accusé un retard d'exécution. Ça, c'est aussi une autre manière d'exprimer sa souveraineté. Et donc, je suis convaincu de ce que la souveraineté, que l'État du Cameroun reste souverain à la fin des ajustements structurels. Le domaine qui me semble aujourd'hui par terre, c'est des questions, par exemple, des questions énergétiques. Il serait très important que nous approfondissions en fait, des recherches dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la science, de la santé. Parce que, voyez-vous, nous savons, et ça, il ne faut pas être dupe, nous savons tous ici que, en fait, pour un pays qui se veut émergent, on ne peut pas envisager l'émergence, on ne peut pas envisager le développement sans énergie. L'énergie, c'est la base de tout. C'est grâce à l'énergie que vous pourrez avoir un vêtement, c'est grâce à l'énergie que vous pourrez avoir un livre, c'est grâce à l'énergie que vous pourrez réaliser beaucoup de choses. Et lorsqu'on n'a pas l'énergie, ça pose un problème. Lorsqu'on parle des recherches dans le domaine de l'énergie, c'est vraiment d'approfondir des recherches pour qu'un jour, peut-être d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, d'ici 50 ans, que l'Afrique, en général, le Cameroun en particulier, puisse atteindre ou alors sortir de ce que je qualifie de dépendance énergétique. Et les questions également de santé. Les questions de santé sont aujourd'hui fondamentales. Parce que voyez-vous, aujourd'hui et chaque jour, nous comprenons bien que en termes de recherche, en termes de coopération, il faut revoir la coopération internationale en matière de santé. Nos populations meurent tous les jours, on est obligé d'acheter des faux médicaments dans la rue. Pourquoi? Parce que les questions de transfert de technologie, des brevets, des licences d'exploitation, ainsi de suite, on ne peut pas les avoir. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait? Tout ça passe d'abord par une négociation et qui est fondamentalement juridique. Pourquoi est-ce qu'on a la copie du paracétamol, la 15e copie du paracétamol? On peut renégocier. L'ouvrage que nous avons commis s'inscrit justement dans cette mouvance. Nous avons pris notre position dans la tumultueuse question et la simultanée question de la crise énergétique dont fait face aujourd'hui le Cameroun. Parce que cette question, elle est récurrente depuis les indépendances. On a essayé d'imaginer beaucoup de formes, beaucoup de solutions, mais on a le sentiment aujourd'hui, en fait, qu'on tourne en rond et que malgré la diversité des actions qui ont été mises en place, les constats, et ça je ne suis pas statisticien, démontrent à suffisance aujourd'hui que une infime partie de la population a accès à l'énergie.